Bonjour et bienvenue dans le monde d'après, celui où on aura beaucoup appris sur nous et sur les autres. Mais comment ne pas commettre d'erreurs, n'oublier aucun des enseignements, prendre et appliquer des résolutions. J'ai eu envie de le demander à ceux qui avaient volontairement ou pas déjà vécu un isolement. Aujourd'hui, je reçois Pierre Restic. Salut Pierre. Salut Eric. Alors avec Pierre, on se connaît depuis très longtemps en fait, mais de façon virtuelle principalement, parce que je le suis sur Twitter depuis juillet 2009. J'ai retrouvé ça en préparant cette interview. Et on s'est croisés quand même en vrai à l'époque, à l'occasion de tweets apéro parisiens. Les tweets apéro, c'était ces réunions physiques dans la vraie vie de tweetos qui rêvaient de pouvoir se voir. Autrefois, oui. Ouais, C'était autrefois, le c'est un beau autre temps. temps. C'est un autre temps. Mais en fait, il est devenu assez vite, au départ, je dirais, un repère sur des enjeux de ruralité que je croisais, que je croise d'ailleurs toujours assez peu dans ma vie quotidienne. Et pour ça, c'est une fenêtre ouverte, c'est ce que m'a apporté Twitter, une fenêtre ouverte sur ces enjeux-là. Ce que j'ai appris à l'occasion de cette série d'interviews, c'est que tu as vécu une expérience de confinement, je ne le savais pas. Elle est assez éloignée des autres témoignages que j'ai recueillis jusqu'ici, donc c'est super. C'est exactement ce que je veux. Donc, on va commencer par là. Tu peux nous raconter à quelle occasion tu t'es retrouvé dans une situation d'isolement? Alors, cette situation d'isolement, elle date d'un temps qui n'existe plus. C'est quand le service militaire existait. Et je travaillais dans un régiment qui produisait de la traduction et de l'information, qui est le 44e régiment de transmission. Et ce régiment a comme équipement ce qu'ils appellent toujours un centre de guerre électronique, c'est-à-dire un lieu qui est enterré sous terre, qui est une grosse cage Faraday et qui permet aux gens de capter des émissions électromagnétiques, d'écouter un peu ce qui se dit sur certains terrains opérationnels et de faire un travail de traduction. Et ce lieu, une fois par an, faisait un exercice d'entraînement qui était de fermer toutes les portes et de garder une équipe qui s'entraîne à travailler. Alors, qui s'entraîne, le mot est un peu entre les guillemets s'entraîner, Hmm. mais qui travaille sur ses missions quotidiennes, mais tout simplement en restant confiné, c'est-à-dire en n'ouvrant pas la porte et en aménageant un espace de vie, un travail quotidien, le fait de se nourrir, de se reposer, à une cinquantaine à peu près. Et je me suis inscrit comme volontaire, tout simplement, parce que j'avais envie un peu de vivre des choses différentes. Je me suis inscrit en volontaire et j'ai traversé ces 15 jours, on va dire, en relative facilité, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, c'est 15 jours, un groupe de 50 personnes, Voilà, aucune sortie pendant ces 15 jours. Donc, vous aucune restez sortie. confinés à plusieurs, parce que 50 personnes, c'est pas rien. Tout à fait. Vous travaillez ensemble. Après, j'imagine qu'il y a aussi un quotidien parce que vous ne travaillez pas toute la journée, toute la nuit. Donc, Exactement. ça crée aussi une vie quotidienne un peu différente, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y avait des endroits, des lieux de repos, il y avait des des réfectoires où on mangeait, on avait la télé, même, on n'était pas du tout coupé de l'extérieur au sens information. Et ça, c'est vrai que ça comptait aussi beaucoup sur le fait de ne pas en souffrir. On avait des liens nous-mêmes, n'envoyait rien de l'extérieur, mais la mission était de capter toutes les émissions, quelles qu'elles soient, et la télé en faisait partie. Donc, en fait, ça recrée assez bien ceux qui seraient aujourd'hui dans le cadre de ce confinement Covid, ceux qui seraient confinés à plusieurs, une famille ou entre amis, parce qu'il y en a. Oui, Voilà, ça recrée assez bien cette situation-là. Toi, c'était 50, c'est beaucoup, ouais, mais finalement, c'est un groupe de personnes dans un environnement qui a été un peu préparé et conçu pour ça quand même. Ça, c'est une petite tout, différence. tout à J'imagine fait. qu'il est pensé dès le départ comme étant autonome, permettant une autonomie pendant 15 jours. Exactement. Et puis les gens qui étaient, pour la plupart, moi j'étais appelé du contingent, mais évidemment on travaille avec des officiers et sous-officiers qui sont rodés à cet exercice et qui font cet exercice tous les 2 ans en moyenne, quoi. Donc on était avec des gens qui maîtrisaient ça tout à fait bien.
D'accord. Donc, avant que tu nous racontes la partie confinement, je reviens sur quelques points pour bien comprendre. Donc, tu parlais de la 44e RT, c'est une unité de renseignement. Et tu parlais d'entraînement. Si je comprends bien, c'était plus que des entraînements. Vous étiez dans la réalité du travail quotidien de ce type d'unité qui fait quoi concrètement? Alors, c'est la mission du 44e RT, régiment de transmission. Donc, c'est une mission d'écoute et d'analyse. Donc, en fonction des crises géopolitiques, et là où des soldats de la force PRONU interviennent, il s'agit de capter des émissions, en fait, on va dire adverses ou des belligérants. On traduit. Et aussi, on apporte une analyse intelligente qu'on communique au commandement. Donc, c'est vraiment du renseignement électronique. Voilà. Je comprends. Et donc, on traduit, ça veut dire que toi, tu parles une autre langue. Alors oui, voilà, moi je suis natif, moi je suis né en Serbie et j'ai intégré ce régiment en tant que traducteur serbo-croate, natif comme ils appelaient. Et voilà, je traduisais. C'était en 95. Hein, le confinement avait lieu en 95. Et à l'époque, on était vraiment en pleine intervention de la force PRONU sur la Bosnie et, euh, et l'Est de la Croatie. Mhm. Et du coup, donc ta première langue, c'est le serbe. Ouais, Et tu as appris le français plus tard en arrivant en France. voilà, tout à fait, tout à fait. Tu as 13 ans, c'est ça? Ouais, à 13 ans. Je Ouais. suis arrivé à 13 ans sans parler français. Voilà. Ça m'étonne toujours qu'on puisse apprendre à 13 ans à parler une langue comme tu la parles aujourd'hui. Je trouve ça assez fou. Ok, donc ça veut dire que c'était dans le cadre t'étais dans le cadre de ton service militaire ou tu t'étais engagé à ce moment-là? Alors, en effet, j'ai commencé dans le cadre du service militaire et j'avoue que ça m'a tellement plu que j'ai rempilé avec un volontariat service long, c'est-à-dire j'ai rempilé sur une deuxième année. Donc, j'ai fait la première année, j'étais en effet appelé du contingent, et la deuxième année, tu as déjà un statut un peu privilégié en tant que volontaire. Mais voilà, ça a duré 2 ans. C'était quoi ton grade du coup? Ah ben, moi j'étais comme j'ai fait les EOR, c'est-à-dire la prépa militaire, j'ai fini capitaine. Oh wow, ok, respect. Ça, Euh, voilà, c'est souvent les jeux c'est les jeux des grades militaires parce que en général on privilégie toujours ceux qui viennent de la société civile. ouais, je comprends. On rajoute toujours des grades. Tu sais, quand t'es appelé, quand t'es réserviste, t'es automatiquement surgradé. Alors moi, j'ai fait mon service militaire et j'étais pas très loin de toi en fait. Parce que toi, tu étais capitaine et moi, j'étais caporal. Bon, caporal, c'est quand même caporal-chef. Ouais. Bon, c'est quand même quelques crans en dessous hein, pour ceux qui n'auraient pas tous les, tous les niveaux. C'est beaucoup de crans en dessous. Mais Mais quand parce même, que t'as caporal-chef. Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas fait de prépa militaire. Parce que Parce que j'ai pas fait de prépa militaire et que j'ai fait voilà. effectivement la version sur le terrain dans le dur. Voilà, dès que tu le fais, en fait, ça te donne automatiquement. Arrivé Voilà. aspirant, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais. aspirant, tout à fait. Ouais. Je me souviens de quelques fondamentaux. Ok, donc une cinquantaine de personnes pendant 15 jours, confinés, ça s'appelait pas comme ça, mais dans un abri nucléaire, un Oui, bunker, c'est un abri nucléaire. oui, oui, Tu parles d'une cage de Faraday, c'est parce que ça évite les émissions électromagnétiques, c'est ça? Oui, voilà. Alors, la définition d'une cage Faraday, en fait, c'est tout simplement, tout l'environnement est à la masse. Donc, il faut imaginer des cloisons en métal, mais que tu vois absolument pas, hein, puisque tu as juste l'impression que c'est un immeuble de 4 étages, parce que c'est à peu près la hauteur, où le dernier étage est technique, et il y a 3 étages de travail et de vie, et qui est dans un sous-sol, c'est-à-dire que tu évolues dans un espace tout à fait habituel d'un environnement de bureau. Sauf que tu ne vois jamais la lumière. Ah, je crois Voilà. que ça va être un sujet, ça. La logique de fonctionnement, c'est plus proche d'une war room avec la tension d'un événement exceptionnel ou bien au contraire, c'est un peu vie quotidienne? C'était quoi l'ambiance? Il y a dans le mot War Room, en effet, on était toujours dépendant de l'actualité parce que il y a toujours une actualité en fonction des mouvements, des troupes, de l'actualité diplomatique, des tensions sur le terrain. Donc oui, en effet, on est câblé, on est dans un rythme d'information. Ceux qui connaissent un travail de rédaction
c'est exactement la même chose. Voilà, on a de l'information qui arrive, on la hiérarchise, on la traite, et en effet, on est dans un jus de type news. Mhm. Maintenant, c'est pas une tension physique. Voilà, on n'a pas à courir, à prendre, comme disent, enfin, on n'a pas un travail militaire qui est de prendre une arme d'agir physiquement. On est vraiment dans un travail intellectuel et d'analyse. Et c'est vrai que ce, 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 ce rythme de travail, il nous régulait un peu. Le confinement fait que ça se passait relativement vite et rapidement parce que on est, on a une vie qui est gérée par la chose et la procédure militaire, mais aussi des événements qui nous permettent de ne pas tomber dans la routine, c'est-à-dire vraiment cet équilibre d'une vie bien réglée. Et quelque chose qui nous évite de tomber dans la routine, ce qui fait que les 15 jours, en fait, sont passés plutôt très bien. Ouais, c'est assez proche des war rooms de communication de crise que je connais mieux quand on fait de l'entraînement à la com de crise. C'est à peu près ça. C'est à la fois Mm. l'équilibre de retrouver un quotidien et en même temps percuter sans arrêt de choses inattendues. Ouais. Donc, je vois très bien. Mm. Donc, on est sur un confinement à plusieurs, assez court par rapport à ce qu'on vit nous aujourd'hui tous ensemble. Là, Ouais. 15 jours peuvent paraître courts, que tu as choisi. Donc, a Oui. priori, plein d'éléments de confort qui sont là. Comment tu l'as vécu? J'ai vécu, donc je parlais de la lumière, hein, c'est vraiment la chose qui me perturbait le plus, c'est que le militaire pense à plein de choses, mais absolument pas à l'éclairage. Et c'était cette souffrance de subir le néon à outrance, en dehors des petites démangeaisons dans les oreilles, parce qu'à force d'avoir des casques couvrants, mais ça c'était chronique. Vraiment, la chose la plus difficile était la lumière. C'est vraiment le manque de lumière naturelle qui, Ouais. moi, je me rappelle, était vraiment voilà, ce qui manquait le plus. Parce que sous terre, évidemment pas de fenêtre, du coup, aucun accès Voilà, à une lumière naturelle. voilà. Et aucune, comment dire, volonté d'essayer de recréer une lumière qui se rapproche de quelque chose de naturel. On est sur du néon Voilà. pur et dur. Exactement. Même dans les lieux de repos, tu avais exactement les mêmes rangées de néons que la salle de travail, etc. Et il n'y a pas d'ambiance, voilà. Et même que ce soit la petite chambre où tout était sous la même lumière. Donc les mêmes murs, la même lumière, le décor ne changeant que très peu. Voilà, ça c'était un peu plus douloureux. Voilà, c'est le souvenir que C'est j'en garde. donc la partie compliquée. Ouais. Pour le reste, donc plutôt quelque chose dans lequel tu t'es épanoui, en fait. Ben oui, tout à fait, parce que le fait de travailler avec des gens qui, t'es un peu, comment dire, tous ceux qui travaillent sur ce type de mission sont des gens qui sont plutôt ouverts d'esprit. J'entends par là que quand tu dois traduire, analyser, tu as une espèce d'ouverture culturelle qui est ce qu'elle est. Et du coup, même pendant les moments de repos, on pouvait parler de n'importe quoi. On avait accès à l'actualité, on jouait aux cartes. Enfin, c'était vraiment une ambiance de travail amicale et bienveillante, quoi. Mm, mm, mm. Qu'est-ce que tu as retenu du coup de ce confinement-là? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui étaient peut-être déjà anticipées, puisque tu étais dans un univers qui avait anticipé ce confinement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur ce qui est important en fait à avoir en tête quand on est en confinement ou pas vraiment à ce moment-là? Bah, j'en ai gardé pas mal de choses que j'ai eu du mal à mettre en œuvre moi-même parce que c'est cet effet groupe qui fait que le confinement a été structuré et très supportable. Quand on a abordé le nôtre, c'est le manque de groupe immédiat ou très proche me rend la mise en œuvre assez compliquée. Mais voilà, naturellement, je cherche pendant le confinement actuel à établir des liens de groupe et avoir des gestes, si possible, répétitifs ou des horaires fixes avec des objectifs auxquels je dois me tenir.
Et si je les tiens pas, je le repère et je le gère du jour au lendemain. Parce qu'évidemment, il y a l'imprévu, il y a l'actualité. Mais voilà, c'est vraiment le lien. J'en garde vraiment le besoin. Mais c'est aussi le caractère qui fait ça. J'en garde vraiment le besoin de retrouver un groupe, une appartenance au groupe pour rendre ça supportable. Du coup, raconte-nous comment tu vis ton confinement aujourd'hui. Tu es dans quel environnement? Tu es tout seul? Tu es très entouré? Comment ça marche? Alors, donc voilà, moi je suis en zone rurale, comme tu as dit. Je vis dans une ferme de 4 hectares avec quelques chevaux. Donc, a priori, c'est privilégié au niveau de l'espace. Je n'ai aucun problème. Je peux courir 2 kilomètres sans sortir de chez moi, en faisant juste le tour. Tu sais que ça nous vend beaucoup de rêves à nous, pauvres Je Parisiens, sais, confinés je dans nos sais, appartements. Tu t'en rends compte de ça? je sais, je me rends compte. Mais, parce qu'il y a toujours ce mais, Mm. très vite est venu le besoin de voir les autres. Et surtout quand tu es en zone rurale, quand tu as voilà, il y a un moment, il y a une saisonnalité, on sort de l'hiver, on arrive dans le printemps. Il y a quand même des travaux, on va dire un peu de l'ordre agricole. Il y a les maisons qu'il faut sortir de la torpeur de l'hiver, qui ont souffert. Donc il y a quand même des besoins de mise en œuvre un peu physiques. Et je vis aussi dans un lieu-dit où on est plusieurs à avoir on va dire cette topologie, c'est-à-dire des chevaux, une petite maison, etc. Des gens d'un certain âge, il y en a qui sont même plutôt fragiles, et on est tous un peu amis. Et le confinement, en fait, bien sûr, on s'est tenu au courant, on s'est imposé une semaine vraiment de ne jamais se croiser ou voir. Et puis ensuite, on a commencé à discuter au téléphone, de se dire, bah tiens, il faudra qu'on fasse ci ou ça, chacun émettait son problème, on va dire matériel. Et on a petit à petit, au cours de la deuxième semaine, on s'est fabriqué notre cluster. C'est-à-dire qu'on s'autorise des interactions sociales très limitées entre nous. En revanche, le pacte est passé de l'extérieur est vraiment maintenu à distance. C'est-à-dire que les courses, on se coordonne pour les courses. On les fait une fois par semaine pour tout le monde. Moi, dans mon petit cluster, il y a un couple de vieux. J'espère qu'ils m'écouteront pas, mais enfin, ils savent, ils sont juste insupportables parce que ils me prennent. En fait, pour eux, tout ça, c'est n'importe quoi. Ils ont aucune peur de la maladie, alors que c'est les plus fragiles. Donc, de manière autoritaire, on leur a piqué les clés de voiture, carrément. Et donc, ben, on prend soin d'eux. On va les voir tous les jours en tournant, quoi. Et on s'autorise, mais on reste à une distance sociale vraiment. On prend des apéros à l'extérieur, on ne rentre pas dans les maisons. Et, euh, et on fait de l'entraide, c'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin, une fuite d'eau, enfin là c'est vraiment en zone rurale déjà que c'est compliqué que de se faire dépanner. Ben là la solidarité fonctionne réellement. Donc voilà, la leçon c'est que le social permet alors ça peut faire hurler les citadins. Je comprends tout à fait que ce genre de confinement peut paraître beaucoup plus facile, mais vraiment, on est dans une rudesse. Enfin, voilà, moi, par exemple, là, ben, j'ai des difficultés de me faire livrer le gaz pour tout simplement avoir de l'eau chaude. La nuit, j'allume la cheminée, mais avec du bois que j'ai coupé moi-même. Donc, mais qu'un voisin m'a aidé parce qu'il me manquait un outil pour dépanner la tronçonneuse. Enfin, l'aménagement, on a vraiment besoin des autres. Donc, on s'est réaménagé notre confinement de type cluster volontaire, c'est-à-dire un petit groupe de gens, et de toute façon, on avait des affinités amicales, et puis on s'entraide. Voilà. Donc un cluster qui s'autorise des interactions en respectant une certaine distance, j'imagine, mais des interactions sociales. Tout à Et fait. tu parlais de pacte, ça veut dire que s'il y en a un qui craque à un moment et qui va boire un café chez un nouveau voisin, il va appeler le reste du groupe immédiatement. Il va leur dire, les gars, moi je sors du cluster, j'ai ouvert à d'autres personnes. C'est ça Ouais, l'idée? en fait, c'est arrivé. C'est pas un craquage d'extérieur, c'est plutôt l'extérieur qui vient à nous, à D'accord. des gens imprudents. Donc, c'est plutôt chez nous, le contrat fonctionne. Et oui, on en avait bah,
qui sont restés 5-6 jours. On les a maintenus à distance. Voilà le temps. Alors, scientifiquement, ça n'a pas de… On sait très bien que le virus peut passer sans avoir… Ça n'est pas prudent. Mais je t'assure, par rapport à une interaction sociale de type ville, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on va faire les courses, on est vraiment à une distance, enfin, on ne croise personne. J'arrive à imaginer. Que j'aille à pied, qui est à 4 km en prenant la voiture, aller faire les courses, je peux être certain de ne croiser que le caissier à 2 mètres et personne d'autre. Donc, vraiment, ces interactions-là sont beaucoup plus limitées qu'en ville. On ne touche rien, il n'y a pas de porte, il y a… voilà, donc on adapte un peu les règles. Est-ce que tu as été un peu moteur dans la création de ce cluster ou est-ce que ça a vraiment émergé avec le groupe? Est-ce que ton expérience a fait que très tôt, tu as mis sur la table le fait qu'il fallait créer un lien social sinon vous alliez tous exploser ou tout le monde y a pensé de la même façon? Bah, c'est vrai que dans les autres familles, ils sont plutôt à 2. Je suis le seul à être solitaire. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu… mais vraiment, ça s'est plutôt fait naturellement. Ça s'est plutôt fait naturellement. Il y a pas eu de moteur. Il y a vraiment un équilibre du groupe. C'est vraiment les vieux sages qui sont là et qu'on veut protéger de manière un peu autoritaire. Et ça s'est fait naturellement. Non, sincèrement. Très bien. Ok, du coup, si on veut continuer à garder une fenêtre sur la ruralité comme moi, il y a Twitter, mais il y a d'autres endroits où on peut, où tu racontes des choses en ligne ou pas du tout? Non, moi C'est je suis Twitter. vraiment, si vous me cherchez, tu sais, C'est Twitter. c'est le seul C'est endroit. ça. Donc, la ruralité, les enjeux écologiques, parce que tu es Voilà. très impliqué dans le sujet. Voilà, je suis très engagé politiquement et c'est vrai que l'écologie politique est un peu absente de la ruralité et voilà, j'essaye un peu de l'adapter et de la faire vivre dans l'Orne, c'est-à-dire je suis au fin fond du Perche, dans l'Orne et voilà, j'essaie d'animer tout ça humblement. Ok, bah écoute, on va continuer à suivre ça et merci beaucoup, c'est super intéressant. Comme je le disais au début, c'est une expérience très différente de celle que j'ai eue par ailleurs, plus des retraites ou des confinements très imposés liés à des maladies. Là, tu es sur un cas assez différent, donc ça m'intéressait vraiment de l'avoir. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi et avec nous pour nous raconter ça. Et puis, à très vite. Ok, merci Eric. Salut. Salut.